planification, c'est un grand terme, du coup, peut-être pour commencer cette matinée. Je suis ravi de vous accueillir toutes les deux. Diane Simu, vous êtes directrice, je reprends votre titre, du coup, du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air au sein du ministère de la Transition environnementale, écologique et de notre ministère aussi. Vous pourrez peut-être nous préciser tout ce sujet. Et puis, Isabelle Spiegel, vous êtes membre du comité exécutif de Vinci, directrice de l'environnement. C'est notamment sous votre leadership que le groupe s'est donné une ambition à horizon 2030 sur ces enjeux environnementaux, pas que sur l'adaptation, mais on va parler d'adaptation aujourd'hui. Alors, on va s'adapter à quoi? Et c'est peut-être la première question que je voulais poser à Diane Simu. On parle d'adaptation, donc de ce chemin, mais ça serait peut-être intéressant de savoir dans quel référentiel peut-être on se donne justement pour construire ces projets d'adaptation. Il y a quelques mois, votre ministre de tutelle avait parlé de cette fameuse France à 4 degrés. Alors ça a fait bondir tout le monde et ça serait peut-être intéressant que vous nous donniez ces éléments de contexte sur ces trajectoires et peut-être ces scénarios de référence pour essayer d'y voir clair. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Isabelle, je suis ravie d'être avec vous et je trouve que c'est vraiment essentiel qu'on ait des grands groupes comme Vinci qui s'emparent de ce sujet de l'adaptation qui est maintenant, vous l'aurez compris, une priorité politique en France. Donc vous l'avez dit, il faut qu'on s'adapte à 4 degrés. Je vais revenir sur pourquoi il faut qu'on s'adapte à cette trajectoire-là. Alors, vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre augmentent encore et on a une hausse de la température qui se poursuit partout dans le monde. Donc, vous le savez, 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, 1,45 degrés de plus que l'ère pré-industrielle. Et évidemment, malheureusement, ça ne va pas s'arrêter de là. Une fois que les émissions sont dans l'atmosphère, elles y restent et elles continuent à réchauffer pour longtemps. Les engagements qu'ont pris les pays dans le cadre de l'accord de Paris nous emmènent sur une trajectoire de l'ordre de 3 degrés en plus d'ici la fin du siècle. Or, 3 degrés en plus, en moyenne au niveau international, c'est plus pour la France, parce que l'Europe, et la France en particulier, se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale. Et donc, quand on parle de 3 degrés au niveau international, c'est 4 degrés en France. Alors, vous l'avez dit, quand il y a 1 an et quelques, le ministre Christophe Béchu a parlé de ce 4 degrés, ça fait énormément réagir. Les gens ont dit, vous renoncez à l'accord de Paris. Alors non, on ne renonce pas à l'accord de Paris. On va tout faire pour respecter les engagements de l'accord de Paris et limiter le changement climatique à 2 degrés. La preuve, en France, nos émissions, elles baissent. On a baissé les émissions de 4,8% l'année dernière. C'est la plus forte baisse jamais enregistrée dans tous les secteurs, y compris dans le secteur des transports, pour la première fois. Donc, on baisse les émissions. Pour autant, le respect de l'accord de Paris, il ne dépend pas que de la France. Il dépend aussi de tous les autres pays. Et on n'est pas sûr d'y parvenir. Et donc, il faut qu'on se prépare au cas où on n'y arrive pas. Il faut qu'on mène les deux chantiers de front. Et c'est pour ça qu'on considère qu'on n'a pas d'autre choix que de se préparer à cette trajectoire. Et c'est pour ça qu'on a formalisé cette trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique qui nous conduit à plus 2 degrés en 2030, 2,7 en 2050, 4 degrés en 2100 pour se dire, voilà, c'est à ça qu'il faut qu'on s'adapte. Et le plan national d'adaptation au changement climatique, on est en train de finaliser et qui sera présenté dans sa version projet pour être soumis à la consultation du public et de tous les acteurs dans les prochains jours. Elle s'appuie sur cette trajectoire. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la track, parce qu'il s'agit bien de mettre la France sur de bons rails, d'être on track pour s'adapter à cette trajectoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de 4 degrés, on se dit, ça peut être beaucoup, pas beaucoup. Voilà ce que ça veut dire. On peut parler en termes d'analogue climatique. Par exemple, ça veut dire qu'à Paris, on aura le climat de Montpellier. Dit comme ça peut sembler plutôt sympa, en fait, le climat de Montpellier,
Quand on regarde dans le détail, moins. Si on parle par exemple en termes de vagues de chaleur, ça veut dire que dans le sud, les vagues de chaleur, elles pourront durer de plus de 1 à 2 mois l'été, par exemple. En termes de précipitations, ce que ça veut dire, c'est qu'on a déjà 18 millions d'habitants qui sont déjà exposés au risque d'inondation en France, et on voit que on va avoir des précipitations qui vont augmenter dans le nord, qui vont baisser dans le sud, qui vont augmenter l'hiver, qui vont baisser l'été. De même que je n'ai pas dit, le 4 degrés, c'est une moyenne annuelle pour toute la France. Mais il y a de très fortes disparités entre les saisons et entre les territoires. Ça veut dire que l'été, ça va se réchauffer plus vite, de l'ordre de 1 degré de plus que l'hiver. Et puis, le sud va se réchauffer plus vite que le nord. On va avoir la hausse, on va avoir un delta de 0,8 degrés à peu près entre le point le plus chaud dans le sud-est et puis la Normandie. Donc, tout ça, ce sont des moyennes. Des ressources en eau qui diminuent, avec des conséquences importantes pour l'agriculture, de l'ordre de 1 milliard de coûts pour l'agriculture estimé d'ici 2050. Et puis un stock avec des conséquences, par exemple, qui sont illustrées ici pour le vin, donc les vendanges qui ont déjà lieu 15 jours plus tôt, avec les vins qui évoluent assez significativement, et puis un taux d'enneigement qui est en baisse, puisque les Alpes du Nord, c'est la région qui se réchauffe le plus en France. Ce qu'on estime, c'est la quasi-totalité des glaciers français qui auront disparu d'ici 2100. Des conséquences aussi sur la hausse du niveau des mers, de l'ordre de 65 cm d'ici 2100, avec des conséquences importantes en termes qui va aggraver le phénomène de recul du trait de côte. On estime que c'est de l'ordre de 500 000 logements qui vont être menacés par le recul du trait de côte d'ici 2100. Donc des conséquences vraiment majeures, avec des premiers réfugiés climatiques, y compris en France. Là, c'est l'exemple de Miquelon qui est présenté. Et puisqu'il y a 20% du littoral qui est concerné en France. Donc, notre ministre a l'habitude de dire que l'adaptation, c'est probablement l'un des chantiers les plus importants auxquels la France doit faire face depuis la reconstruction du pays après la libération il y a 80 ans. Donc un défi qui est absolument majeur. Avant de laisser la parole à Isabelle Spiegel, peut-être justement, si c'est ce chantier, il est si important, comment l'État se prépare sur la prise en compte de l'ensemble de ces enjeux d'adaptation, peut-être mobilise l'ensemble de ces expertises, alors sans déflorer le plan national d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques lignes de philosophie sur cette préparation ? Ce qui est intéressant, moi j'ai vu aussi l'élaboration des précédents plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas le premier, celui qui va être présenté dans les prochains jours, c'est le troisième. Le premier, il a presque 15 ans. Et ce qui a vraiment changé cette fois-ci, c'est vraiment, et on en parlait avec Isabelle, c'est cette prise de conscience généralisée et le fait qu'avant, c'est comme d'ailleurs la stratégie nationale bas carbone. C'était un peu le sujet du ministère de l'écologie. Là, on voit que ce n'est pas du tout juste le sujet du ministère de l'écologie. Il y a vraiment une appropriation beaucoup plus forte par tous les ministères qui comprennent qu'en fait, ils sont tous concernés. Même des ministères, ils pouvaient se dire, c'est pas tellement mon sujet, la culture. La culture, si. Quand on parle des sites de l'UNESCO, qu'on va se dire comment ils vont être affectés. Quand on parle de la justice, qui se dit moi, comment je vais gérer les canicules dans les prisons. Il y a en fait, tous les ministères, c'est un sujet d'économie, c'est un sujet de santé. Le COVARS, par exemple, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a été mis en place après le Covid,
ils identifient l'adaptation au changement climatique comme un énorme enjeu pour la santé. Et ça, c'est vraiment important parce que je trouve que ça a beaucoup plus de poids quand c'est des médecins qui le disent que quand c'est des écolos comme nous, quoi. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette mobilisation interministérielle. Et c'est aussi le fait d'avoir rattaché la planification écologique au Premier ministre. Il y a cette appropriation qui est vraiment différente et cette priorité politique qui est donnée. Alors, la philosophie de ce nouveau plan d'adaptation au changement climatique, aussi, ce qui change, c'est le fait d'avoir cette trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique et de se dire, c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare. Et donc, l'ambition, c'est que toutes nos politiques publiques, tous nos documents de planification au niveau local, toutes les décisions, et notamment les décisions d'investissement, il faut qu'elles soient cohérentes avec cette trajectoire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent de la façon dont on réfléchissait avant. Donc, c'est vraiment d'avoir cette stratégie qui est systémique, qui doit permettre de faire les bons choix, d'éviter la maladaptation, et tout en tenant compte de la diversité des territoires. Parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir entre Chamonix, qui est confronté aux risques glaciaires et périglaciaires, qui doit transformer son économie pour se préparer au tourisme d'après-neige, Lacanau, qui est confronté au risque de recul du trait de côte, le risque de cyclone en Outre-mer. Voilà, on a vraiment des disparités très fortes entre les territoires. Et un énorme enjeu, c'est d'initier cette dynamique de ce qu'on appelle le réflexe adaptation. Se dire que tout le monde intègre cette culture en fait, de la résilience et qu'il soit largement répandu dans la société. Donc c'est vraiment... ce qu'on essaye avec ce plan national d'adaptation au changement climatique, c'est un peu le début. Le processus, il est presque aussi important que les mesures. Donc, il y aura une 50aine de mesures qui seront présentées autour de la protection des Français, autour de la résilience des territoires, du maintien des services et continuité des services essentiels, de la résilience de l'économie, de l'agriculture, de l'énergie, de la protection de notre patrimoine naturel, donc les enjeux de biodiversité et culturel. Et le cinquième, qui je pense que c'est vraiment important, c'est autour de la mobilisation de toutes les parties prenantes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir de commencer cette conversation nationale sur qu'est-ce que ça veut dire s'adapter, qu'est-ce que collectivement on se dit, voilà ce qu'il faut qu'on protège, voilà ce qu'on abandonne, comment on y reviendra à cette question du partage des coûts entre l'État, les collectivités, les entreprises, les ménages, les assurances. Et c'est ce processus qu'il faut qu'on ait et qu'on a justement aujourd'hui. Alors, merci pour ce panorama. On a essayé effectivement de cartographier un peu le terrain sur lequel on discute. Alors on a regardé dans les slides présentés par Diane Simu, il y a des infrastructures, il y a des bâtiments, il y a des villes. Quand on est un acteur comme Vinci qui intervient sur ces différents sujets, est-ce que pour reprendre l'expression, on a le réflexe adaptation du coup, et qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse trajectoire à 4 degrés pour Vinci? Isabelle. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour avoir posé ce contexte effectivement d'une France à 4 degrés et surtout, je dirais merci à Monsieur le Ministre pour le courage politique en fait, d'avoir mis ce sujet sur la table et de nous permettre d'avancer parce que l'adaptation dans les infrastructures, on le subit déjà. Il est évident que ce n'est pas un sujet sur lequel on se réveille là maintenant parce qu'il y a bientôt une consultation sur la PNAC ou autre. Depuis 2017, dès la création de Léonard, on avait un groupe de travail sur la sur la résilience climatique qu'on a renommé il y a un peu plus d'1 an sur le thème de l'adaptation. Et ce, parce que on s'est déjà pris des événements climatiques extrêmes dans un certain nombre d'infrastructures. En 2018, un typhon au Japon. La 9 en 2022 où il a fallu évacuer les usagers bloqués dans leur voiture à cause d'inondations par hélicoptère. Donc ça marque un peu, hein, quand on en est au point de se dire il faut sauver des vies, là, en fait ça nous touche. Et donc effectivement, toutes ces trajectoires, c'est de se dire en fait ça arrive déjà, donc on n'a plus besoin de montrer des ours polaires pour montrer qu'il se passe quelque chose sur la planète, c'est
ça nous touche, nous, maintenant, on va dire peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas, à minima, dans notre vie, quand même, de tous les jours. Et ça va s'amplifier. Donc, évidemment, le côté risque, on y est déjà sensible. Comment un groupe comme nous le prend ? En fait, quand on voit aussi l'ensemble de ce qu'il faut faire pour se préparer en anticipation, c'est des opportunités gigantesques. Donc c'est génial. S'il faut restructurer les infrastructures, en créer des nouvelles pour se protéger, etc., c'est super. Le petit côté compliqué, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il y a encore très très peu de marchés qui ont le correct dimensionnement ou qui nous demandent, je sais pas, de faire face à l'eau, par exemple. Donc moins d'eau à certains endroits ou certaines périodes, trop d'eau à d'autres. A priori, il y a du stockage, de l'organisation, des canaux, enfin des infrastructures liées à l'eau sur lesquelles on a des savoir-faire et on a très envie de se positionner. Donc un groupe comme le nôtre, ça va être à la fois d'avoir déjà des concessions avec des infrastructures de transport. Donc en fait, on peut faire face aux risques, se préparer, chiffrer les montants des travaux, les mettre en œuvre, etc. Donc c'est de la réalité, c'est du concret, c'est déjà de l'action. Et puis d'autre part, c'est tout le côté du reste, sur la construction, que ce soit des infrastructures au sens large ou sur l'énergie par exemple, c'est se dire comment on va devenir un peu plus proactive pour accompagner ces messages-là portés politiquement, la PNAC nationale et ceux dans d'autres pays où il n'y a pas forcément la même maturité politique sur le sujet. Et puis faire notre petit pas de se dire monsieur le donneur d'ordre, monsieur le client, vous avez peut-être un projet qui aujourd'hui n'est pas totalement adapté à des perspectives climatiques futures. Donc j'ai envie là encore de souligner la trajectoire 4 degrés, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Il y a un moment donné, on a besoin d'un cadre et on a besoin d'éviter de débattre sur la bonne méthodologie. La science nous dit, voilà, il y a un certain nombre de choses et quand on fait des scénarios, y compris économiques, on a toujours une fourchette haute, une fourchette basse en fait. Donc là, c'est exactement pareil sur le climat. C'est OK. L'intérêt, c'est que pour une fois, on a au moins un cadre qui va être commun. Je souhaite simplement qu'il ne soit pas porté que par la France, qu'il soit très très vite au niveau européen, voire mondial. C'est-à-dire qu'on évite tout ce débat de quelle est la bonne méthodologie de base et quelle trajectoire effectivement évaluer pour se poser les questions de quelles solutions concrètes j'apporte pour avoir le bon dimensionnement, la bonne infrastructure complémentaire, etc., etc. Merci. Alors vous aurez l'occasion de poser des questions tout à l'heure, donc n'hésitez pas à y réfléchir. Alors ça peut paraître vertigineux ces trajectoires d'adaptation, on parle d'horizons assez lointains, parce que là on est à 2100, on est sur des enjeux multiples, des aléas variés, des échelles nationales, locales avec ces impacts. On parlera des enjeux de financement tout à l'heure. Comment l'État, vu de votre direction, peut accompagner justement l'ensemble de ces acteurs publics et privés au-delà de ce cadre qui était rappelé, justement pour s'engager dans des projets, parce que c'est ça qui est devant nous, c'est des transformations importantes. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en avant, que vous pouvez mettre en avant ? Il y a un enjeu qui est vraiment important, c'est d'accompagner les collectivités locales. Les élus, ils sont vraiment en première ligne face au changement climatique. Il y a énormément de choses qui se passent à l'échelle locale. Et beaucoup d'élus nous disent « je veux agir, mais je ne sais pas par où commencer ». Ils nous disent aussi on a un peu du mal à s'y retrouver parmi toutes les offres d'accompagnement de l'État. Le ministre Béchu a organisé la semaine dernière réuni des collectivités qui ont agi et pour réfléchir ensemble sur le sujet et puis préfigurer ce qu'on appelle la mission adaptation. C'est le fait d'avoir ce guichet unique qui va être mis en place, qui regroupe toutes les offres des opérateurs de l'État, le CEREMA, l'ADEME, Météo France, le BRGM, les agences de l'eau, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'Office français de la biodiversité, pour accompagner les collectivités dans leur démarche. Avoir déjà la phase de diagnostic. Donc Météo France offre par exemple l'offre Climadiag qui, à une échelle extrêmement fine, à une échelle de la commune, 8 km sur 8 km, on peut savoir cette trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire chez moi précisément.
en termes de température, minimum, maximum, qu'est-ce que ça veut dire en termes de précipitation, qu'est-ce que ça veut dire en termes de nuit tropicale, voilà. Et donc ça permet d'avoir une information qui est extrêmement fine à l'échelle locale. Ensuite, il y a ce diagnostic de la vulnérabilité, et puis de construire ensemble cette stratégie pour s'adapter. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on voit que pour la commande publique, c'est essentiel, c'est ce que disait Isabelle. Aujourd'hui, on voit que il y a un peu une déconnexion entre la théorie et la pratique. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment amener tous les acheteurs publics à faire leur cahier des charges comme il faut, pour qu'il n'y ait pas justement ce gaspillage d'argent public qui soit lié au fait d'investir dans des bâtiments, dans des infrastructures qui ne soient pas adaptées au climat futur. Et ça, c'est un énorme enjeu. C'est un enjeu aussi de révision des référentiels techniques, des normes. Il y a énormément de référentiels techniques, de normes qui ont une composante climatique. Et généralement, cette composante climatique, elle était basée sur le climat des 30 dernières années. Donc évidemment, ça n'a plus de sens de se baser sur le climat des 30 dernières années. Et donc, on va mener ce travail de voir quelles sont les normes, les référentiels qu'il faut mettre à jour. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on souhaite porter au niveau européen, international et pas que français. Mais on a cette revue qui a commencé à être, qui est engagée. Et puis faire en sorte que les appels d'offres soient faits de sorte à intégrer ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est important parce que ça veut dire... c'était l'Institut pour l'économie du climat qui a fait cette étude financée par la Direction générale de l'énergie et du climat. C'est, pour un bâtiment neuf, ça va être de 2 à 5% de coût en plus pour avoir un bâtiment qui est adapté. Pour une rénovation, c'est plus. Pour une rénovation, c'est 10%. Mais il faut qu'on intègre ces coûts dès le départ pour pas ensuite avoir des actifs échoués, parce que ce qui est sûr, c'est que ça coûtera moins cher de l'anticiper que d'être en réactif. Isabelle, vous avez rappelé vos responsabilités d'exploitant d'infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires, des responsabilités aussi de construction de bâtiments. On parlait d'outillage aussi de l'ensemble, on va dire, de ces trajectoires d'adaptation. Comment vous intégrez justement ces préparations très concrètes dans ce que vous proposez dans vos activités ? Effectivement, on est parti du constat il y a un peu plus d'un an de se dire c'est à la fois des opportunités assez importantes pour le secteur des infrastructures et en même temps les clients ne le demandent pas aujourd'hui ou sont un peu dépourvus de connaissances aussi, même s'ils voudraient aller plus loin, tant qu'il n'y a pas encore la révision de ces normes et qu'il n'y avait pas nécessairement la track ou l'équivalent d'une trajectoire, c'est très difficile pour nos clients aussi de mettre des critères. Et voilà, donc pour essayer de dépasser cette impasse, on s'est dit qu'il faut qu'on rende le sujet accessible en termes de connaissances. Donc de la même manière que vous créez un guichet unique, nous on s'est dit on va créer un outil qui d'ailleurs a été repris en partie par la FNTP qui vient de lancer Infraclimat et qui est public. Là, je veux juste vous montrer un petit visuel sur Resilience. Je crois qu'on avait des slides. Oui, il y a un slide. Resilience, qui est notre outil quelque part d'évaluation. Donc ça va être le slide juste après, d'évaluation des vulnérabilités. Et on s'est dit, voilà, c'est de l'info publique, c'est-à-dire que le CEREMA, le GIEC, etc. mettent tout un tas d'éléments sur la table et on est capable aujourd'hui de visualiser déjà géographiquement quel est l'impact. Vous voyez plusieurs horizons temporels, vous voyez ici un focus sur la sécheresse, mais on a une dizaine d'aléas climatiques qui sont ici dans cette base. Et donc le premier niveau, c'est ça, c'est de se dire, voilà, je suis en train de faire un projet à tel endroit, je me projette avec les trajectoires dans le futur et je veux savoir si j'ai un point rouge, orange ou vert, en gros, quelle est l'exposition géographique déjà de mon projet. On a poussé plus loin parce que comme on est constructeur d'infrastructures et opérateur d'infrastructures, on a rajouté un niveau, quelle est la sensibilité, donc la criticité quelque part de maillon de l'infrastructure par rapport à cet aléa. Si j'ai un poste de transformation électrique, un pont, un tunnel, il ne va pas réagir de la même manière en cas d'inondation, de tempête, etc. Donc on l'a poussé ici.
Et le cran d'après, c'est des solutions. Donc on a commencé à créer une banque, un catalogue en fait de solutions, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut porter nous devant le client pour dire écoutez, voilà, vous êtes en point rouge à tel niveau géographique soumis à tel et tel aléa. Et nous, on a quelques éléments de dimensionnement complémentaire, protection, etc., dont on peut discuter. Il y a forcément un surcoût, je dirais. Ce n'est pas toujours le cas en termes d'atténuation et sur la réduction des émissions, mais sur l'adaptation, enfin, c'est majoritairement des surcoûts. Mais ça nous permet au moins de dépasser ce fait de dire, en fait, le client ne sait pas quoi nous demander. Nous, tant qu'il ne nous demande pas, on sait pas faire de travaux, on va dire, et donc d'avoir ce côté proactif. Donc je ne peux qu'encourager toute la profession à faire de même et bien sûr, chez Vinci, à continuer à promouvoir ce côté-là. C'est accompagné de formation en interne pour faire monter les compétences aussi de nos collaborateurs. Donc il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui ont été formées sur l'utilisation de cet outil l'année dernière et ça va continuer, je dirais, à se démocratiser en interne et en externe. Et c'est sûr qu'on est exposé différemment. Il n'y a pas que la France. Partout dans le monde, on peut faire ces projections. Ça fait écho justement à l'outil que vous mentionnez de Météo France aussi, ces mailles très précises de projets de façon concrète. Gardez le micro, Isabelle, pour peut-être on va ouvrir une autre séquence. On l'a rapidement évoqué sur ces enjeux de financement. Donc cette trajectoire, c'est une trajectoire et il va falloir réaliser des choses, il va falloir faire des transformations. On l'a mentionné, donc on a un cadre, enfin une trajectoire, on commence à avoir des expertises, des compétences, identifier ce qu'on va faire. Il y a un enjeu, c'est l'enjeu du financement. Comment on construit un modèle économique autour de ces enjeux d'adaptation ? Alors c'est effectivement le constat qu'on a fait. Donc on peut être plus proactif. On n'a pas forcément toujours l'argent pour investir là-dessus. Et en même temps, on a tout un tas de rapports de scientifiques, d'études, etc. qui nous disent le coût de l'action va coûter moins cher que le coût de l'inaction et soit réparation des dommages. Mais à partir de là, quel est le modèle économique ? Alors on a essayé, et c'est vraiment l'objet du groupe de travail prospectif chez Léonard qu'on a, on a fait venir des assureurs en se disant l'assurance, donc soit la non-assurance, soit le surcoût de l'assurance, c'est un début de modèle économique. Effectivement, c'est petit, c'est pas l'ensemble du financement des travaux qu'il faut faire, mais c'en est un. Il y aura peut-être sur la santé, le fait de se dire la prévention, il vaut mieux investir maintenant sur la prévention que sur la curation future, etc., etc. Donc on essaye en fait d'avoir ces petites bribes de modèles. Si on peut juste montrer le prochain slide. Il y a notamment le rapport Stern, alors qui date de 2006, il n'est pas très récent, mais qui nous dit que Isabelle, vous avez la petite télécommande, si vous voulez, directement. Super. Génial, je vais pouvoir passer mes slides toute seule. Par contre, c'est celui d'après. Voilà, on y arrive. Donc le rapport Stern qui nous dit que le coût, donc c'est au milieu, le coût des dommages adaptation au changement climatique était évalué entre 5 et 20% du PIB mondial. Le coût de l'action, c'est-à-dire les investissements nécessaires pour se préparer à cette adaptation, à 1%. Donc divisé par 5 ou 20, le coût, c'est quand même de ça dont on est en train de parler en fait. Sauf que ça reste 1000 milliards de dollars qu'il faudrait investir, 1% du PIB. Je vous rappelle juste, quand on parle dans les COP, par exemple, il y a une centaine de milliards, c'est par an, bien sûr, c'est pas dans l'absolu. Donc il y a une centaine qui doit être fléchée sur l'atténuation. Il y a une centaine de milliards, pareil, qui a été évoqué sur les pertes et dommages. Là, on est en train de parler de 1000 à investir en gros là, dans les années qui viennent, pour éviter des coûts de 5 000 à 20 000 milliards de dollars. Donc c'est quand même ça l'ordre de grandeur. Alors en termes de chiffrage... On peut s'arrêter. Donc ce que vous dites, c'est 1%, c'est le financement de ce qu'il faut faire pour s'adapter. 5 à 20%, c'est financer les conséquences si on ne fait rien. On est en train de... C'est ça l'ordre de grandeur. C'est ça en tout cas le rapport Stern 2006. Et je pense que voilà, tout le monde est d'accord à peu près sur ces ordres de grandeur-là, avec toutes les incertitudes qui vont avec. En termes de chiffrage sur la France, I4CE a mené une première étude en 2022 avec un premier chiffrage, mais surtout vient de le réviser, là, le 5 avril, a ressorti des chiffrages.
En matière de bâtiments, si on se concentre là-dessus dans un premier temps, il y a 1 à 2,5 milliards d'euros par an qu'il faut prévoir pour la construction neuve. Donc c'est équivalent, je dirais, au surcoût dont parlait Diane. Et puis sur le parc existant, donc tout ce qui est rénovation, c'est de l'ordre de 4,4 milliards, enfin jusqu'à 4,4 milliards par an, encore une fois, de surcoût. Le chiffrage n'a pas été projeté en milliards sur les infrastructures, mais par exemple au niveau européen, on estime qu'il y a une moyenne de 3% de surcoût sur les infrastructures. On touche toujours un peu cet ordre de grandeur-là de quelques pourcents de plus. Par contre, c'est très 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 différent d'une infrastructure à l'autre, d'une région à l'autre, etc. Ça peut être proche de zéro et ça peut être 10 à 20% de surcoût. Mais c'est quand même ça aussi le début des chiffrages qu'on a effectivement sur la table. Alors si je continue sur le modèle économique, l'assurance est un des sujets et on essaie de l'aborder avec des assureurs autour de la table et tout, et se dire voilà comment il y a le rapport Langrenay notamment qui est sorti également tout début avril, qui nous projette des coûts d'assurance qui vont largement augmenter dans un futur extrêmement proche. Mais on s'est dit il y a aussi quelques bribes de financement. Et donc ici, je ne vais pas du tout détailler tout le slide, mais à l'échelle européenne, il y a un certain nombre de programmes. Alors le premier, par exemple, LIFE, il y a presque 1 milliard. C'est à la fois du commun entre atténuation et adaptation. Mais après, quand vous regardez, il y a 480 millions FEDER sur l'adaptation. Il y a Horizon Europe également. Donc on a quand même quelques programmes. C'est une réalité. Je pense qu'on n'avait pas cette vision-là il y a une dizaine d'années. Mais de plus en plus, on a quand même du financement qui arrive sur l'adaptation. Et à l'échelle française, on a fait ce travail là également, d'aller se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a comme dispositif. Il y aura un guichet unique qui va aider là-dessus à se retrouver. Mais vous voyez, la Banque des Territoires, aujourd'hui, met plusieurs milliards sur la table pour préserver les ressources en eau spécifiquement ou sur l'adaptation. Donc on a dit c'est quand même ça aussi le début de modèle économique, c'est d'aller chercher les quelques subsides. C'est pas du tout à l'échelle de tout ce qu'il faudrait investir, mais c'est pas rien non plus. Et que ce soit un modèle économique pour nous directement ou en tout cas pour nos donneurs d'ordre, nos clients. C'est bien là-dessus qu'on va aller s'accrocher. Vous savez que j'ai une vision toujours assez optimiste des choses, malgré le fait qu'on soit devant un monde d'investissement à mener, etc. On va s'accrocher à ces premières marches pour gravir ensemble cette énorme montagne. Une réaction peut-être sur ces chiffres et notamment sur ce volet coût évité, dispositif d'investissement? Oui, et aussi sur le fait que, sur ce que tu disais sur les assurances, parce que ça, c'est un enjeu qui est vraiment majeur. Donc, on sait que le coût des dommages va augmenter d'au moins 50% d'ici 2050. On le voit déjà. Concrètement, ça se traduit par le fait que notre dispositif CatNat, il est plus à l'équilibre. Catastrophe naturelle, voilà, qui permet aux assureurs de se tourner vers la caisse centrale de réassurance pour en cas de catastrophe naturelle. Il sera plus à l'équilibre. Et donc, dès l'année prochaine, il y a une hausse de la cotisation CatNat qui va passer de 12% à 20% concrètement pour assurer l'équilibre du dispositif. Ça doit aussi nous permettre de financer de la prévention. Et ce qui est vraiment, enfin, ce que les ministres ont dit en recevant le rapport Langrenay qui a été donc rendu au début du mois, c'est qu'ils se sont engagés à transformer le modèle assurantiel français pour que cette solidarité, on la garde. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on voit qu'il y a déjà des zones en France, notamment dans les Outre-mer, où on a beaucoup de gens qui ne sont pas assurés et des assurances qui n'y vont plus, qui refusent d'assurer en Outre-mer. Et nous, on considère que pour avoir le droit, pour que les assureurs aient le droit, en quelque sorte, de bénéficier du régime CatNat, il faut qu'ils jouent le jeu d'avoir des assurances qui soient proposées partout en France pour un coût qui soit abordable. Et donc cette mutualisation, ce principe de solidarité et de mutualisation des risques climatiques, on y tient. Voilà, ça fait partie de notre modèle français, mais ça nécessite qu'on modernise notre cadre assurantiel. Et ça, c'est vraiment important à nos yeux.
mobilisation de l'ensemble des acteurs. On va mobiliser le public peut-être pour une séquence de questions-réponses. Merci. Bonjour pour ces présentations. En fait, j'avais moi-même 2 questions. J'avais une première sur le système de CatNat que vous évoquez. J'avais cru comprendre en écoutant le maire j'ai oublié malheureusement le nom du village, dans la vallée de la Roya, que le dispositif CatNat était inadapté dans le sens où il y avait des conditions de reconstruire à l'identique. Alors, je ne sais pas si cette information est exacte ou non, mais dans ce que j'ai lu sur la modification du régime assurantiel, j'ai bien vu les hausses des primes, j'ai bien vu la volonté de préserver la mutualisation, mais j'ai rien vu sur des choses plus techniques sur ce point-là. Et la deuxième question, c'est, je comprends bien toutes les mesures et toutes les projections, tous les moyens qui vont être mis en œuvre. D'un autre côté, la newsletter de Novetic faisait référence à un point presse du ministère de la Transition écologique le 10 avril, annonçant un certain nombre d'exceptions pour la ZAN, des exceptions qui concernaient un certain nombre de projets autoroutiers, de ports, de construction d'infrastructures. Et je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer quelles étaient les raisons de ces exceptions qui ont été prises récemment. Merci. Alors, on a une première question sur justement l'évolution du système des catastrophes naturelles. Vous avez mentionné justement le rapport Langreney qui propose quelques éléments. Sur le cas particulier des effets de reconstruction aussi. Puis après, si vous avez des éléments sur la ZAN, même si on s'écarte du sujet d'adaptation avec la ZAN, peut-être commencer par le sujet assurantiel CatNat. Effectivement, dans le plan national d'adaptation au changement climatique qui sera présenté prochainement, il y aura des mesures sur ce qu'on appelle le Build Back Better, sur le fait que justement on n'ait pas cette reconstruction à l'identique et qu'il y ait ces questions il y a des endroits où il ne faut plus construire et il faut qu'on accepte d'abandonner certains endroits. Donc ça fera partie des mesures qui sont présentées dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique et des changements de doctrine qui en font partie. En ce qui concerne le ZAN, c'est un élément qui est important pour l'adaptation au changement climatique. Le ministre a eu l'occasion de le dire dans les nombreuses fois où il s'est rendu dans le Pas-de-Calais. Après, on voit bien qu'on a besoin d'avoir une appropriation du ZAN par les élus, qu'on l'adapte aussi à notre cadre nos objectifs de réindustrialisation en France. Cette réindustrialisation française, elle va permettre aussi de baisser les émissions mondiales, parce que quand on produit en France, on produit en émettant moins de gaz à effet de serre que quand on produit à l'étranger. Il faut que notre cadre du ZAN ne soit pas antinomique avec cette ambition de réindustrialisation. C'est aussi au bénéfice de la transition écologique. Je crois qu'il y avait une autre question derrière. Bon. D'autres questions dans le public ? Oui, Isabelle. Non, moi j'avais envie de rebondir simplement sur le Build Back Better, en fait, se dire comment reconstruire, et sur la stratégie d'adaptation. Enfin, on en a parlé un petit peu sur l'aspect renoncement également, c'est-à-dire se dire aujourd'hui, quand on opère par exemple une autoroute, on a une obligation de service public. C'est le service pour l'usager. Il faut que l'autoroute soit, qu'on puisse circuler dessus. Et dans toute la stratégie, c'est un peu comme se dire on reconstruit après une catastrophe. Est-ce qu'il n'y a pas des choses parfois où il faudrait arrêter le service un peu plus tôt pour éviter effectivement de se retrouver avec des extrêmes? Et c'est valable sur tout, c'est-à-dire finalement quels sont les ouvrages, les infrastructures, les services utiles à préserver à tout prix. J'imagine que de la production d'électricité, il y a un certain nombre de choses, et d'autres sur lesquelles on va pouvoir en anticipation faire un renoncement, pas ad vitam aeternam, mais pour quelques heures, quelques jours, etc. Et donc arrêter certaines activités et se dire je ne rends plus certaines fonctions. Je pense que c'est hyper important dans les stratégies d'adaptation, mais c'est vrai que là, pour le coup, on n'est pas capable, nous, en fait, opérateurs privés, seuls, de prendre ces décisions.
Et je pense Pierre Coppet, dans l'ouverture hier, parlait de gouvernance des territoires. C'est aussi ça, c'est-à-dire, c'est des décisions qui ne sont pas populaires. Si à un moment donné, on arrête n'importe quel service, je dirais, on se dit, on va renoncer à certaines fonctions, même si c'est temporaire. On a besoin, là, d'avoir des directives sur ce qu'il faut préserver à tout prix. Et de la même manière que le Build Back Better, c'est, voilà, je vais peut-être dégrader certaines fonctions pour en améliorer d'autres. Ça fait partie de décisions qu'on ne peut pas non plus discuter partout avec tout le monde, parce qu'on aura du mal à avoir un consensus, je dirais, commun. Par contre, on a besoin de cette visibilité-là et de travailler ensemble à un certain niveau territorial pour savoir quoi préserver, comment reconstruire mieux, etc. etc. Ce qui n'est pas si simple. C'est le sens de ce qu'ont demandé les ministres quand ils ont demandé aux opérateurs, aux grandes entreprises publiques dans le domaine des transports et de l'énergie de systématiquement faire ces études de vulnérabilité d'ici la fin de l'année prochaine pour pouvoir construire cette stratégie ensemble et se dire qu'est-ce qu'on protège à tout prix et quels sont les cas de figure où justement on anticipe le fait que on renoncera à s'adapter à certaines conditions. Et ça, ce sera étendu d'ici 2026 à tous les opérateurs d'intérêt vital pour qu'on ait cette stratégie et qu'on ait qu'est-ce qu'on préserve à tout prix et puis qu'est-ce qu'on accepte aussi, là où on se dit on n'aura pas la même effectivement qualité de service qu'avant. On a rapidement passé tout à l'heure sur les enjeux de projet, aussi sur les enjeux de la commande publique, puisqu'on parle beaucoup d'infrastructures, de services essentiels, d'opérateurs d'importance vitale juste à l'instant. Comment on intègre cet enjeu d'adaptation dans la commande publique ? C'est vraiment un enjeu important. Enfin, la commande publique, c'est 8% du PIB. C'est structurant et ça peut emmener des filières. Nous, ce qu'on constate, c'est que les acheteurs publics, ils sont confrontés à énormément d'injonctions. Ils doivent acheter pas cher, ils doivent intégrer, faire travailler des PME, ils ont plein de contraintes en fait qui s'ajoutent les unes aux autres. Et c'est un vrai défi. Et en fait, on croit souvent que le sujet, c'est le prix. Mais souvent, en fait, quand on parle avec les acheteurs publics, leur vrai sujet, c'est la sécurité juridique. Ils ont toujours peur de faire des choses nouvelles parce qu'ils ont toujours peur que que les concurrents qui ne soient pas retenus attaquent l'acte d'achat. Et c'est ça tétanise un peu les acheteurs publics. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne. Donc, ça fait longtemps que les acheteurs publics peuvent avoir l'idée, c'est de réfléchir pas en prix le plus bas, mais en coût le plus bas. Et dans le coût, on intègre les externalités environnementales. Donc, a fortiori, il faut qu'on intègre ces coûts qui sont liés au risque climatique. Mais en fait, on a besoin, c'est ce qu'on travaille avec le plan national achat durable, c'est le fait d'avoir des clausiers types. Et c'est ça qu'on développe pour dire aux acheteurs, si vous utilisez ces clauses-là, vous êtes sûr que votre marché ne sera pas cassé. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on les accompagne dans cette démarche. Ce n'est pas qu'une question de coût, c'est aussi une question de sécurité juridique. Et puis qu'on adapte les critères de notation, la façon d'accepter les variantes, etc., pour qu'on puisse les sécuriser. Et aussi qu'on développe via la commande publique le recours aux solutions fondées sur la nature également. Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous êtes très investi. Moi, effectivement, je pense qu'on a deux demandes là-dessus, mais qui sont portées également par les fédérations professionnelles. C'est de permettre des options. Parce que même si on utilise notre super outil, notre catalogue de solutions, etc., il y a des cas où c'est éliminatoire de proposer une alternative dans la commande publique en France. Enfin, il n'y a pas que en France d'ailleurs. Donc c'est effectivement de permettre, même quand ce n'est pas demandé, je dirais, que l'option puisse être regardée et à minima qu'on ne soit pas éliminatoire. Et puis la deuxième, c'est de se focaliser parfois uniquement sur la performance à atteindre par rapport au service. Et donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup déjà utilisé le cas, alors c'est sur l'atténuation, la réduction d'émissions, mais de HS2, donc High Speed 2, la ligne de chemin de fer direct, en fait, un TGV entre Londres et Birmingham en Angleterre, où on a accepté un contrat où la contrainte environnementale, c'était diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre.
On ne savait pas de quoi on partait, mais on a fait le calcul ensemble avec le client. Et je dirais, le diviser par 2, c'est exactement les trajectoires et autres. Donc là, s'adapter au changement climatique, ça peut être suivre la traque, en fait, suivre le 4 degrés et sans forcément plus de précision. C'est-à-dire que acceptons après d'avoir du laisser-faire. On va savoir, nous, aller s'équiper de l'ADEME, CEREMA, de qui il faut en bureau d'études, etc., pour faire une proposition, que le client pourra refuser, discuter et autres. Mais voilà, j'ai cette demande-là parfois, parce que ce qui tétanise tout le monde et ce qui prend beaucoup, beaucoup d'inertie, c'est de se dire, je ne vais pas forcément savoir mettre les bons critères. Donc, je veux faire l'étude avant d'avancer pour pouvoir avoir un cahier des charges qui soit extrêmement précis. Et je pense que c'est extrêmement inefficace d'avancer comme ça. Après, sur la commande publique, j'avais envie de vous partager juste quelques chiffres en plus. C'est qu'aujourd'hui, là, sur les 8% de commandes publiques, effectivement, la partie TP, il y a à peu près 10%, un peu moins, 3,5 milliards, qui sont liés déjà à l'adaptation climatique. Et ça a augmenté de 2% sur les 4 dernières années. Donc ça augmente, mais c'est encore un peu faiblard, on va dire. Voilà. C'est déjà quelque chose qu'on constate sur ces enjeux. Je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main pour ces éléments. Une question pour Diane. On a beaucoup parlé de projets, on a beaucoup parlé de dispositifs, on vient de parler d'euros, exactement. Ça pose aussi des enjeux de politique publique, de solidarité aussi. Comment on intègre ces enjeux peut-être de solidarité à l'échelle nationale dans ces préparations d'adaptation ? Oui, en termes de solidarité, ça pose la question des populations les plus vulnérables qui feront l'objet d'une attention particulière dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Et c'est aussi le sujet de la solidarité territoriale. Mais bon, pour moi, le plus gros enjeu de solidarité, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est celui autour de l'assurance. Et de s'assurer que tous les Français vont pouvoir continuer à s'assurer partout en France avec à un prix abordable. Des questions pour nos intervenantes de ce matin ? Oui, merci. J'avais une question. En fait, l'adaptation, on en parle beaucoup à une échelle très macro. On sent quand même que les territoires, les collectivités se posent 15 000 questions. C'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément envie ou qu'ils n'en prennent pas conscience, mais systématiquement, c'est le comment et c'est le coût. C'est-à-dire quand même, elles ont des réalités économiques. Elles doivent financer des écoles. Elles doivent. Enfin bon, voilà. Donc du coup, quand on arrive et on leur dit, oui, mais là, construire de telle et telle manière avec cet effort écologique, ça va induire telle et telle problématique. Ça leur pose question. Un, ils savent pas comment arbitrer. Et deux, parfois, il y a un moment donné, c'est le prix et pas le coût qui prend le pas. Donc là, on n'est pas à l'échelle effectivement de la notion de la commande publique, mais plus à une échelle territoire communale. Donc cette adaptation en fait et cette planification qui est hyper importante, comment elle peut se travailler à l'échelle micro, peut-être au niveau aussi d'information et de formation, sur des outils, en fait c'est vraiment le vrai comment, parce qu'on les sent un peu démunis à ce niveau-là. C'est vraiment l'objet de ce guichet unique qui va être mis en place. Et l'objectif, c'est qu'elles aient le réflexe de se tourner vers le préfet de département, qui les oriente ensuite vers l'accompagnement à la fois en ingénierie du CEREMA, de l'ADEME, etc. Et qu'on les accompagne aussi dans la recherche de financement. Isabelle mentionnait notamment le fonds vert. Le fonds vert, il a vocation à financer notamment les sujets d'adaptation et aussi tout ce qu'il y a en termes d'accompagnement de la Banque des territoires sur le financement de ces projets. En particulier, les écoles. Les écoles, il va y avoir un focus très important. C'est un énorme enjeu. C'est un vrai enjeu pour... on n'apprend pas quand il fait 35 degrés dans une salle de classe. C'est compliqué pour les enfants pour se concentrer. Et donc, il y a un focus vraiment qui est mis sur les écoles. Et si on prend ce sujet effectivement par l'aspect micro, parce que j'ai rencontré un maire d'une ville qui a 80 cours d'école, enfin 80 écoles, donc cours d'école, et qui dit aujourd'hui j'ai un budget pour en convertir en îlot de fraîcheur en fait, et en renaturer 1 à 2 par an.
Donc effectivement, on ne va pas imaginer mettre 20 à 40 ans pour convertir. Enfin, on sera trop tard par rapport à ça. Donc nous, on s'est dit comment on peut l'aider effectivement à faire des micro-calculs. Dans un premier temps, ça va être éviter de mettre de la clim grâce au gilet de fraîcheur. Donc si j'évite la clim, j'évite quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros. Donc c'est le début d'un modèle, donc soit purement économique comme ici, c'est du coût évité très court terme, soit effectivement de miser, et c'est là qu'on a peut-être besoin de mettre aussi en commun, de la même manière on va avoir une trajectoire scientifique 4 degrés, de se dire typiquement les coûts de santé futurs, quelle est la projection en fait de coûts de santé futurs, et je pense qu'il va falloir que les élus également territoriaux en fait s'emparent de cette question-là, et comme on va parler de santé, de bien-être des citoyens, etc., ça va faire partie aussi de la vulgarisation en fait de ces éléments-là. S'ils arrivent à valoriser le bénéfice, pas toujours uniquement économique, mais un peu plus pour les citoyens, ce sera un petit point effectivement de gagner complémentaire. Mais comme vous disiez, effectivement, excusez-moi, juste pour rebondir suite à la question, c'est vraiment cette ressource financière qui est hyper importante, parce que si on parle en dehors des infrastructures, mais de l'aménagement urbain, des projets urbains, etc., et de l'ensemble que ça permet en fait aux collectivités de générer des charges foncières, etc., etc., il y a aussi un enjeu colossal dans la création de quartiers, dans la création de projets, parce qu'à cette moindre échelle, c'est aussi travailler cette économie de consommation de l'eau, de consommation d'énergie, aussi tout ce qui est lié au cycle de vie des produits, quand on construit un immeuble, le réemploi, les matériaux, etc. Tout ce travail, toute cette recherche, ça a un coût. Et forcément, construire demain des projets urbains en l'occurrence, ça va forcément coûter plus que ça ne l'était aujourd'hui. Et financer tout ce que vous venez d'évoquer, entre autres pour les collectivités, ça venait entre autres aussi de ces projets-là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, en effet, cette ingénierie financière, de pouvoir assumer pour ces collectivités et ces territoires leurs équipements publics, infrastructures, ça va devenir colossal, parce que pour le moment, ils ne savent pas. Et ils restent effectivement sur le modèle d'autrefois, où là, on se retrouve un peu dans un corner. Merci. Merci pour ce partage de ces éclairages qui revient effectivement sur les éléments que l'on a essayé de présenter en cheminant ce matin. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, on est impatient du coup de voir ce projet de plan d'adaptation. On aura une présentation dans les semaines qui viennent, on va dire, dans ce sujet. Quelles sont les prochaines étapes peut-être sur la méthode de cette consultation autour de ce plan ? Comme je disais, c'est vraiment une première étape. C'est une première étape. Le projet va être mis en consultation pour une durée de 2 mois. Et l'objectif, c'est que justement, on ait un maximum de contributions et d'avoir ces discussions aussi qui vont avoir lieu avec chaque groupe de parties prenantes et de déclencher cette conversation nationale sur le sujet. Et ensuite, le plan à proprement parler doit être adopté d'ici, au début du deuxième semestre de cette année. Évidemment, c'est le début. Ensuite, il va être révisé régulièrement. Donc là, c'est le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. On en aura d'autres. Mais c'est qu'il puisse ensuite être décliné au niveau, l'enjeu, ça va être la déclinaison au niveau local, et puis l'appropriation par chacun, parce que Madame disait, c'est vrai qu'on parle de manière macro, il faut qu'on arrive à décliner ça au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque entreprise, au niveau de chaque exploitation agricole, par exemple. On peut dire... les dommages agricoles, ça va être 1 milliard en 2050. Mais en fait, 1 milliard en 2050, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est accompagner au niveau de l'exploitation. Et le projet de loi d'orientation agricole, il prévoit qu'on propose des diagnostics à chaque exploitant qui s'installe, une sorte de stress test climatique pour le conseiller sur qu'est-ce qu'il faut qu'il plante, qu'est-ce qu'il faut... c'est ce type de granularité vers quoi on tend, quoi. On espère que les contributions de ce festival seront les contributions pour les consultations autour du plan. Je crois qu'il y avait une question ici. Voilà.
Peut-être une dernière question sur la question des modèles économiques, comme Isabelle Spiegel évoquait. Parfois, c'est pas dans la commande publique, donc on peut pas y répondre. Mais il y a un sujet sur lequel on essaie de réfléchir chez Léonard et avec les métiers du groupe Vinci sur la logique du zéro capex ou de la concession énergétique ou décarbonation as a service. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez et est-ce que vous imaginez les inclure dans la commande publique pour qu'on puisse répondre avec cette logique d'éviter le capex upfront qui est immense par rapport aux enjeux qu'on a évoqués, et comment transformer cet enjeu-là ou cette montagne de financement en des solutions qui sont plutôt des solutions de moyen terme sur de l'exploitation, sur des sujets plutôt OPEX, donc transformer une contrainte capex en une solution OPEX. Est-ce que c'est des sujets que vous travaillez dans la commande publique ? Alors, il y a eu effectivement des évolutions. Enfin, on a eu des évolutions législatives pour permettre notamment le tiers financement là où c'était pas encore public, là où c'était pas encore possible pour les collectivités, et on voit que c'est vraiment une évolution qui est importante et qu'il faut, je pense effectivement qu'il faut qu'on aille plus loin justement pour dépasser ces enjeux de financement pour les collectivités. Et voilà, ces sujets qu'on a déjà, Energy as a Service, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas Water as a Service, cette réflexion-là qu'il faut qu'on ait et qu'on s'assure effectivement, après c'est pas nous qui allons construire le service, mais il faut qu'on s'assure qu'on n'a pas de blocage pour que ça se déploie. Et c'est vrai que je me permets de rebondir, mais parce qu'on est persuadé qu'en raisonnant en coût global et en coût évité, c'est rentable en fait à terme. Alors c'est juste le terme est long et effectivement il y a tout cet intangible qu'on a du mal à évaluer, mais on se dit c'est pas du financement pour 50 ans qu'il faut, c'est effectivement le coût d'entrée et donc cette notion de capex. Voilà, on est clairement persuadé que le privé a un rôle à jouer aussi là-dessus et on est prêt à travailler sur X modèles, je dirais, pour avoir ce coût de départ qui nous permettent effectivement après de récupérer la mise sur le temps long, qui est vraiment le terme sur lequel il faut raisonner sur ces enjeux-là. Le temps long, ça sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux pour cette ouverture de cette deuxième journée. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenantes sur...